Bonjour et bienvenue sur cet épisode qui fait partie d'une série spéciale enregistrée en direct du No-Code Summit 2024. Le No-Code Summit, c'est le grand événement mondial dédié au no-code et low-code qui se tenait pour la 3e fois cette année à Station F, lieu incontournable des startups à Paris. Cela réunit des acteurs du secteur venus d'un peu partout pour échanger sur le potentiel des technologies no-code, mais plus largement sur des sujets comme l'IA, la cybersécurité, le tech for good et l'accessibilité numérique. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, une équipe passionnée d'innovation qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de produits et services numériques. Que ce soit pour créer des applications web, mobiles, des outils métiers ou automatiser des processus, nous mettons en œuvre des solutions, en code ou no-code, pour transformer les idées, des problématiques en solutions aussi performantes que faciles à prendre en main. Bref, vous vous en doutez, le No-Code Summit était donc l'endroit idéal pour moi pour retrouver cette belle communauté et découvrir les dernières tendances. Cette année encore, j'ai amené mon micro et mon enregistreur afin de vous partager des interviews exclusives enregistrées sur place de personnalités avec qui je souhaitais discuter et partager la conversation avec vous. Last but not least, comme on dit, c'est le 4e et dernier épisode de cette série spéciale. J'ai le plaisir de recevoir Aurélie Giard-Jacquet, fondatrice du podcast Tech Lipstick et formatrice en IA. Une discussion qui va permettre d'aller dans le même sens que l'épisode avec Sandrine Delage, que je vous recommande d'écouter si ce n'est pas déjà fait, car Aurélie est elle aussi engagée à rendre la tech plus accessible aux femmes. Elle a créé Tech Lipstick pour offrir des modèles inspirants et encourager davantage de femmes à rejoindre ce secteur en pleine croissance, mais aussi en manque de talent et de diversité. On parle des biais qui subsistent et des actions concrètes que chacun peut mettre en place pour une culture plus inclusive. Elle nous partage également ses outils préférés et quelques astuces IA pour faciliter le quotidien des entrepreneurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. J'ai retrouvé Aurélie, une collègue podcasteuse au No-Code Summit, au sortir de la conférence que tu as animée. Aurélie, merci de m'offrir de ton temps. Je vais te demander rapidement de te présenter pour commencer. Merci Guillaume pour l'invitation. Ravie de pouvoir échanger avec toi. Je m'appelle Aurélie Giard-Jacquet, je suis la fondatrice du podcast Tech Lipstick, donc qui est un podcast qui met en lumière les femmes de la tech. Ça fait 2 ans que je fais ça, donc à peu près 80 portraits de femmes. Et puis je suis également formatrice IA, donc j'ai une autre activité où j'essaye de former un maximum de femmes à l'IA pour les inviter à se saisir de cette technologie. Carrément, une des tables rondes là que tu as animé, modéré, parlait de cette pénurie de talents qui existait en particulier en France. Et finalement, le lien avec la place des femmes dans la tech n'est pas si éloigné que ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est vrai que déjà cette pénurie de talent, moi je l'ai constatée quand j'ai commencé à écrire des contenus sur la technologie et que j'ai constaté qu'en fait il y avait peu de femmes expertes qui prenaient la parole. Donc, tu vois, à l'époque c'était sujet serverless, hyper pointu et ça m'a donné envie de m'intéresser à ces chiffres. Effectivement, la situation est à peu près la même, qu'on soit dans les pays anglo-saxons ou ici en France et en Europe. On est autour de 25% de femmes qui sont dans les métiers du numérique au sens large. Et quand on prend les métiers techniques, c'est encore moins. Et pour moi, ça pose un vrai problème qui est un problème sociétal. C'est-à-dire que tu t'imagines bien que si tous les produits digitaux sont créés par des hommes blancs plutôt dans la trentaine, il y a un certain nombre de besoins qui sont complètement invisibilisés, sans parler effectivement du manque de créativité et d'innovation au bout d'un moment. Ouais, et tous les biais aussi qu'on met dedans, parce que les produits technologiques et les solutions, elles sont faites par des humains, et dedans, on met beaucoup de nous, et si on construit un outil avec une banque de gars, forcément qu'il y a un paquet de biais qui vont rentrer là-dedans. Tu le disais, tu es aussi experte sur ces sujets d'IA. Qu'est-ce que tu constates aussi sur à la fois cet environnement no-code, l'environnement IA, qui joue son rôle sur à la fois plus d'accessibilité, plus de diversité, de mixité, je te vois opiner. Donc raconte-nous aussi ton regard là-dessus.
Alors en fait, ça va pas de soi. L'inclusivité dans ces technologies ne va pas de soi parce que ça a beau effectivement être plus accessible, c'est-à-dire que l'apprentissage va se faire de manière plus progressive. Si la communauté n'a pas, les éditeurs, les startups n'ont pas d'attitude d'inclusion, il n'y a pas de raison finalement que ça se en fait, que les femmes, se sentent légitimes pour aller vers ce type de technologie. Il y a un éditeur qui se distingue particulièrement sur ce domaine, c'est Notion. Notion a réussi en ayant un site web finalement très où il y a beaucoup de figures féminines, où chacun peut se retrouver, à vraiment rentrer dans la palette des outils que les femmes utilisent. Je mettrai Notion et Canva, qui sont vraiment deux éditeurs où il y a une très bonne inclusivité qui se fait et aussi dans la manière dont ils communiquent, le fait de dire c'est finalement c'est un peu que le McDo, venez comme vous êtes. Donc pour ce qui est de l'écosystème, notamment celui que je connais bien, qui est celui du no-code, l'IA c'est encore un peu trop nouveau. Le no-code, en fait, il y a quand même eu l'année dernière un rappel à l'ordre d'Emmanuel Larocque qui était ici en table ronde auprès du syndicat français des professionnels du no-code en leur disant « Attendez, votre board n'est absolument pas mixte, paritaire, donc il va peut-être falloir changer ça. » Et je sais que les choses évoluent. Donc pour dire que ça va pas de soi et que si tu montres pas finalement le sens, ce que tu peux construire avec une techno, il n'y a pas de raison qu'en fait les femmes se sentent plus légitimes que d'autres technos plus lourdes en termes d'apprentissage. Ouais, carrément. Et puis d'ailleurs, là, on fait un focus très femme, mais en fait, ça s'applique aussi plus largement aux personnes qui sont pas toujours inclus, personnes. Alors les vocabulaires changent toujours. Alors j'espère pas choquer, mais parfois on dit personnes racisées ou d'origine, etc. Et là encore, c'est vrai que quand on construit un produit-service, tu l'as dit avec Notion, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on va sur la plateforme, les représentations sont multiples et donc il y a une meilleure identification de tous et de chacun. Donc l'onboarding sur l'outil se fait forcément de manière plus fluide. On parle aussi beaucoup de femmes, mais en fait, faut dire que le sujet la place des femmes dans la tech, c'est aussi un sujet qui concerne les hommes. Et ça, il faut pas mal le dire, c'est que, ok, certes, on fait une conférence basée sur la place des femmes dans la tech, mais c'est pas une conférence pour les femmes, parce qu'en général, le sujet, elles le connaissent plus ou moins. Pourquoi c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde? En quoi avec le regard que tu as, avec toutes les interviews et les portraits que tu as fait, c'est aussi finalement un sujet de mec. Alors, c'est un sujet de mec parce que déjà, il y a une première chose qui est certain, c'est que quand tu t'adresses à des papas de filles et que tu projettes l'avenir de leurs filles dans le marché actuel de l'emploi, ils ont beaucoup de facilité à comprendre que c'est quand même le marché du numérique qui est largement créateur d'emplois et que c'est une question d'opportunité économique, de justice sociale et que évidemment voilà, donc peut pas être 2 filles, donc je comprends que ça résonne. Non, mais c'est tout simplement, un sujet de société, de même que, moi c'est ce que je dis, dans mon entourage aussi, être, féministe, c'est d'abord être humaniste, parce que quand on s'intéresse à la cause des femmes, à la situation des femmes dans le monde, c'est simplement une question d'humanité quand on voit ce qui peut se passer dans certains pays. Et pour ce qui est effectivement de notre société, est-ce que c'est acceptable pour les hommes de se dire que il y a toute une partie de la société qui vit avec moins de moyens, d'autant que c'est souvent en situation de famille monoparentale les femmes qui se retrouvent en charge des enfants. Donc porter ce sujet, être un allié et reconnaître que effectivement il va falloir faire avancer les choses pour à faire avancer la société dans laquelle on vit, je crois que ça concerne tout le monde. C'est un peu comme si tu disais l'écologie, c'est pas tout le monde est, enfin on n'est pas concerné en fait. Pour moi, c'est du même ordre.
Ok, et justement, faisons ce travail un peu de prospective. Quelles sont les actions vraiment de manière concrète, pragmatique, que je peux mettre en place, que je sois entrepreneur, homme, femme, peu importe, ou collaborateur dans une boîte, dans une start-up. C'est quoi les leviers que j'ai, les actions qu'on peut mettre en place qui auront un impact demain pour justement que la prochaine génération de filles et de jeunes femmes n'ait même plus cette question à se poser? Alors, il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est un changement en profondeur, hein, parce que malheureusement, les biais avec lesquels on grandit sont profondément ancrés. C'est vraiment dans nos réseaux neuronaux, ils sont profondément ancrés. Il y en a beaucoup. Moi, il y a une chose à laquelle je pense que j'ai vue sur une boîte dont le dirigeant s'est exprimé sur LinkedIn, c'est déjà une offre d'emploi, c'est pas que la tournée féminin-masculin. Et là, je te cite quelque chose de vraiment pratico-pratique. C'est commencer par une petite explication en disant, mesdames, on sait que vous allez vouloir avoir 100% des compétences avant de postuler, mais laissez-nous juger par nous-mêmes si vous les avez. Donc, allez-y, postulez. Et ça, c'était le début de l'annonce. Et à la fin de l'annonce, c'était, voilà, nous sommes vraiment engagés sur la diversité et l'inclusion. Nous pensons que quelle que soit votre race, religion, sexe, vous devez vous sentir bien dans l'entreprise. Donc, et ça, ces deux éléments, c'est pas souvent qu'on les voit et c'est quand même assez facile à faire. Bien sûr, il faut que ça soit porteur d'une conviction réelle et c'est pas voilà, il faut qu'après, au moment où on intègre les personnes en situation finalement de minorité, eh bien, elles se sentent réellement incluses. Et je pense à une initiative de Slack aux États-Unis qui, par exemple, pour intégrer des femmes dans les fonctions techniques, a délibérément voulu des équipes non mixtes, où en fait, c'était que des femmes qui accueillaient les femmes. Et après, ça se mélangeait, mais en tout cas, pour qu'il y ait vraiment pas cet effet de je suis là et je me sens pas bien parce que j'ai même pas une copine avec qui parler. Alors, c'est un peu extrême de dire que des femmes, mais tu vois l'esprit. Ouais, totalement. Je te coupe dans ta lancée, mais je suis ravi que tu partages encore un autre exemple ce matin avec Sandrine Delage, qui était aussi sur cette table ronde, a parlé aussi, est revenu en fait sur ce concept de discrimination positive finalement, et nous a reposé un peu les bases de ça, et je trouve ça intéressant. Donc bon point là sur l'exemple de Slack, ça évite des comportements à la Uber comme pour les plus connus malheureusement. T'allais dire autre chose avant que je te coupe, pardon. Un vrai comportement d'ailleurs pas sain d'homme qui coupe une femme, mais c'était en toute bienveillance. Non, il y a pas de souci, il y a pas de souci là-dessus. Non, après, et l'autre point, c'est effectivement dans tout changement, il y a vraiment besoin d'une prise de conscience. Et je pense qu'avoir une politique de tolérance zéro, je me souviens de la discussion, par exemple, avec Christelle Curcio, qui est venue sur mon podcast, qui expliquait que tolérance zéro par rapport à certains comportements, c'est-à-dire y compris d'aller dans les toilettes des femmes quand on est un homme ou de pas mettre dans le lave-vaisselle, parce que on estime que c'est pas à soi de le faire. Et ça, mine de rien, c'est des petites choses, mais qui montrent que il y a vraiment une volonté d'installer une culture où finalement tout le monde est respecté. Et ce qu'elle disait, ce qui est très intéressant, c'est que finalement l'organisation s'autorégule, puisque c'est là où chacun devient un allié en disant non, en fait, tu peux pas faire ça. Ok, hyper éclairant. Juste avant que je te cueille dans cette salle pour qu'on enregistre, j'ai laissé traîner l'oreille et tu parlais de la notion de rôle modèle et j'ai pas du tout entendu, mais t'as dit à un moment donné, moi ça c'est vraiment le premier rôle modèle qui m'a inspiré, etc. Est-ce que tu peux nous faire le plaisir de nous raconter un peu cette anecdote ou en tout cas de nous parler de ce rôle modèle-là qui a été peut-être un élément déclencheur? Oui, alors on parlait par rapport à chaque génération a ses difficultés. Moi, j'ai été
élevée par une famille très aimante, mais avec une maman qui ne travaillait pas et qui n'a pas vraiment compris mes choix au départ de travailler, sachant que j'ai eu des enfants très jeunes. Et mon premier rôle modèle, ça a été ma belle-mère, qui est une femme que j'ai toujours beaucoup admirée. Elle a toujours travaillé avec 4 enfants. Elle s'est arrêtée très peu de temps avant ses congés maternité. Elle a géré sa carrière jusqu'à ses 67 ans. Et c'est important, et c'est très important quand on parle de femmes dans la tech, que les femmes et les jeunes filles puissent se projeter sur des personnes qui leur ressemblent et qui soient pas trop éloignées. Quand je dis ça, c'est pas Sheryl Sandberg, voilà, on n'est pas Michelle Obama, voilà. Non, moi j'invite sur le podcast des femmes de 24 à 65 ans qui ont des parcours différents, une manière différente d'appréhender la technologie, qui lui donne un sens différent. Et je montre que finalement il y a plein de chemins pour arriver. C'est pas le propos, c'est pas la tech. Le propos, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Et quand on revient à cette notion de sens, tout de suite, ça donne des idées, des envies. Et finalement, la technologie, c'est accessoire. La chance qu'on a aujourd'hui, regarde, voilà, on enregistre avec des petits moyens dans le sens léger. Et ça, c'était pas possible autrefois. Carrément. Et j'imagine que c'est aussi une des motivations pour toi d'avoir aussi lancé le podcast, de donner la voix à plus de personnalités, qu'elles soient encore plus visibles. Et justement, est-ce que il y a un épisode ou une invitée, alors je sais en plus c'est la question Bourbier qu'on nous fait toujours, est-ce qu'il y a un invité en particulier qui t'a marqué ou en tout cas récent, mais tu vois, quelqu'un qui aurait envie de découvrir le podcast, un épisode qui serait sympa pour débuter l'écoute, est-ce que tu peux nous en partager un ou deux que je mettrai en description? Alors ça, c'est une excellente question. Je pense que, puisqu'on parle beaucoup d'IA, donc j'ai fait toute une série avec des femmes de l'IA, mais je veux quand même mentionner Inès Besbès, qui est la fondatrice de Sidext. J'ai d'autres femmes fondatrices dans la deep tech. Elle n'est pas la seule, mais je crois que son jeune âge et le fait que voilà, elle vient de faire une levée de 2 millions d'euros sont quand même parlants. Ils montrent que voilà, tout est possible et qu'il faut croire en ses rêves. Et puis peut-être dans un autre registre, je trouve que le parcours par exemple de Fatima Bhakti, qui est la présidente de Femmes Ingénieurs, qui était aussi sur la scène aujourd'hui, est particulièrement riche, puisqu'elle est docteur en physique et que ses parents n'ont jamais été à l'école. Ouais, ça c'est génial. Merci beaucoup pour ces ressources supplémentaires que je partagerai avec plaisir. Je demande un petit peu à tout le monde là durant le cadre de ce No Code Summit où finalement si on lève la tête on voit plein d'éditeurs, donc plein de solutions, plein d'outils, etc. C'est quoi toi ta boîte à outils du quotidien? C'est quoi les services, solutions que tu utilises dont tu peux finalement plus te passer? Alors, j'ai mentionné Notion et Canva. Évidemment, comme créatrice de contenu, c'est assez logique. Je suis partenaire technologique de TimeTonic. Donc, TimeTonic, c'est une solution no-code. On peut la comparer à Airtable, même si je pense qu'il va beaucoup plus loin sur plein d'aspects. Et surtout, c'est une solution française hébergée en France, RGPD compliant, GDPR compliant, enfin plein d'atouts avec une super équipe. Donc voilà, je recommande fortement de découvrir cet outil. Voilà. Et puis, moi, comme podcasteuse, j'ai Riverside. En IA, évidemment, ChatGPT, Perplexity, voilà. Gamma, quand les rares fois où j'ai une présentation à faire. Enfin, bien sûr, tous ces outils qui ont profondément changé notre pratique et je crois qu'on en est qu'au début. J'en profite de te voler encore 2 petites minutes. Moi, j'ai pas mal une audience d'entrepreneurs, de gens qui ont des idées, qui ont envie de porter des projets, que t'as cette compétence sur l'IA. Est-ce que tu as un petit partage de prompt à nous faire sympa là que tu as utilisé récemment ou autre qui pourrait être utile pour un entrepreneur? Tu sais, je trouve ça toujours sympa quand on se partage un petit peu les petites découvertes qu'on a fait avec des IA. Est-ce que tu en as à nous donner comme ça?
Alors, ce sera pas un prompt. En fait, c'est la fonctionnalité mémoire qui vient d'être déployée. Donc, il faut aller dans les paramètres de personnalisation et activer ce paramètre. Ça permet en fait de construire des prompts que tu vas utiliser au quotidien et de les appeler simplement par un slash. Par exemple, script vidéo, slash, post LinkedIn, etc. Donc, qui va te permettre de structurer des prompts assez costauds et de les appeler simplement par une commande. Donc, moi, j'invite vraiment à vérifier que vous avez déjà cette fonctionnalité et à en user, en abuser en gardant vos process. Top. Merci Aurélie pour ton temps et tes partages. On te retrouve principalement sur, évidemment, les podcasts, mais sur LinkedIn aussi. Ouais, complètement. Vous pouvez, je suis ravie de rentrer en contact. Donc Aurélie Gillard-Jacquet, avec grand plaisir. Merci beaucoup Guillaume. Merci Aurélie, bonne continuation, au plaisir de se recroiser aussi là sur le salon. Salut. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Pour être sûr de ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner avec votre application de podcast préférée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.